Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous attaquons la seconde partie de À la découverte du microbiote avec aujourd'hui comme sujet principal les systèmes de défense ou bien la géostratégie des intestins. Au sommaire aujourd'hui, nous allons donc découvrir que bien évidemment, du fait de sa disposition générale que nous avons découvert il y a maintenant 2 semaines, l'intestin était rempli de bactéries, qu'il y avait des germes en quantité, que de cela découlait le fait qu'il y avait des systèmes de défense, un système immunitaire qui était en place dans l'organisme, et que de surcroît, on allait voir qu'il y avait une forme d'entente cordiale entre certaines bactéries et notre système digestif et immunitaire. Tout d'abord, des germes en quantité. Comme nous l'avons vu la dernière fois, finalement, le système digestif est un système qui était à l'extérieur de l'organisme, bien qu'il nous donne l'impression d'être à l'intérieur, puisqu'il est dans notre ventre, un petit peu dans notre poitrine par le biais de l'œsophage, notre bouche, mais tout cela c'est de l'environnement extérieur. Et donc de fait nous nous retrouvons avec une surface de contact avec le monde extérieur d'à peu près 40 mètres carrés de la bouche à l'anus, ce que vous conviendrez est une surface extrêmement importante, surtout quand on compare cela aux 2 mètres carrés de surface de contact que nous avons en moyenne avec la peau. De ce fait, si nous regardons et nous reprenons le schéma de la dernière fois, au cours duquel on peut voir comment est fait une microvillosité, c'est-à-dire l'unité la plus basse dans l'intestin, auprès de laquelle se fait l'absorption intestinale. Donc nous avions vu qu'il y avait différentes cellules, les cellules épithéliales qui font véritablement la couche, la surface de notre intestin, qu'avec ces cellules épithéliales, nous avions d'autres formes de cellules qui fabriquaient du mucus, un mucus qui était là pour protéger davantage la surface intestinale, qui était produit de façon régulière par ces cellules spécialisées. Et donc en plus, nous avons une quantité absolument hallucinante de bactéries, de germes qui se retrouvent en contact en permanence de cette muqueuse. De fait, l'organisme va donc avoir besoin de mettre en place un système de défense, un système immunitaire extrêmement puissant et sophistiqué à proximité de ces bactéries, de ces germes, de ces virus, de ces levures, car si l'une d'entre elles venait à passer à l'intérieur de la surface épithéliale, elle se retrouverait à l'intérieur de l'organisme et générerait une infection. Donc nous allons voir ensemble sur ce schéma qui est un tout petit peu plus élaboré que le précédent mais qui est plus proche de la réalité, comment cela fonctionne. Vous inquiétez pas, c'est quand même une version simplifiée, mais on se rapproche quand même beaucoup de ce que l'on peut voir sous le microscope. Donc vous retrouvez à gauche sur le schéma la villosité que nous avions déjà vue avant, et nous avons d'autres structures, des structures supplémentaires. La première d'entre elles, le premier type de ces structures, ce sont les cellules de type M. On va voir plus tard que ce sont des cellules qui ont pour fonction d'aller avaler, absorber des antigènes, des molécules particulières qui se retrouvent dans les intestins et les présenter au système immunitaire. Nous avons aussi comme nouvelle structure grisée ici un follicule lymphocytaire, c'est-à-dire une zone dans laquelle il y a une forte condensation, une forte présence de cellules de type immunitaire juste en dessous de la membrane, de l'épithélium et juste en dessous d'une cellule M. Nous allons voir que bien évidemment c'est fait exprès. Nous avons aussi comme structure une crypte. Les cryptes en fait sont des invaginations, sont des petits trous qui sont tout le long de la surface intestinale à partir desquels en fait l'intestin se régénère. C'est là que les cellules de l'intestin sont fabriquées, quelles que soient les cellules d'ailleurs. Elles proviennent toutes de cellules souches qui se trouvent au fond de ces cryptes et c'est de façon secondaire qu'elles vont se différencier et devenir des cellules spécialisées telles que les cellules épithéliales, les cellules à mucus ou bien les cellules M. Au niveau de cette crypte, nous avons ce qu'on appelle des cellules de Paneth. Des cellules de Paneth, ce sont des cellules extrêmement puissantes qui participent à la régénération de l'intestin et qui ont aussi un rôle majeur dans la réponse immunitaire, comme nous allons bientôt le voir.
Enfin, nous avons des structures qui sont beaucoup plus grosses. Ce sont les nodules lymphatiques, de la même nature que les ganglions lymphatiques que nous avons au niveau de la gorge, au niveau des aisselles, au niveau des aines. Ce sont des lieux de concentration extrêmement intense en lymphocytes. Et donc ces ganglions lymphatiques sont aussi connectés à la villosité par le biais de canaux lymphatiques. En fait, si l'on rajoute donc les bactéries, puisque nous savons maintenant qu'elles sont ici, ces germes-là, nous pouvons voir que toutes ces bactéries en fait, produisent des déchets ou bien ont des protéines de membrane qui vont pouvoir se détacher de leur membrane, et ça va être interprété comme étant des antigènes par l'organisme. Un antigène, c'est quoi finalement? C'est un bout, un fragment de matériau qui peut être interprété comme étant étranger par le système immunitaire. Et donc ces antigènes en fait vont être analysés en permanence par le système immunitaire. Donc si nous prenons un premier exemple de ce petit bout d'antigène qui circule dans la bactérie à la droite du schéma, eh bien nous avons un premier système, un lymphocyte, qui lui va se balader régulièrement sous la membrane et qui va aller chercher au travers de la membrane les antigènes qui circulent dans les intestins pour se livrer à une véritable analyse biochimique et se poser la question de savoir si l'antigène appartient à une bactérie amie ou ennemie. Et donc les autres antigènes des autres germes, eux, vont traverser de façon active cette cellule M et être présentés régulièrement aux lymphocytes qui font partie de ces zones de condensation des globules blancs. Et là, nous voyons qu'un mauvais antigène va activer un lymphocyte qui va répondre en produisant des molécules pro-inflammatoires que l'on appelle les cytokines et qui vont d'abord alerter par proximité d'autres globules blancs qui se trouvent dans cette même zone réactive. Là, nous allons avoir une activation secondaire d'un ganglion lymphatique qui vont activer d'autres globules blancs. On va avoir une activation de la cellule de Paneth qui va être réactivée encore par d'autres globules blancs et qui, au final, va produire des anticorps qui vont aller détruire la bactérie. Ce que nous voyons aussi, c'est que des lymphocytes activés vont se mettre à circuler dans les canaux lymphatiques pour ensuite rejoindre la circulation sanguine générale. D'autres vont aller rejoindre l'épithélium pour monter la garde de façon spécifique, parce que généralement quand on a une bactérie agressive, elle va être en très grand nombre, elle va être dans un très grand nombre en présence dans les intestins, donc il va certainement y en avoir d'autres qui vont se présenter et il faudra être prêt directement pour les tuer. Et nous allons aussi avoir une sécrétion générale de cytokines qui va se diffuser dans la circulation générale, dans les canaux lymphatiques. Elle va être présente dans tout l'organisme. C'est-à-dire que si vous avez un point de départ inflammatoire dans les intestins, il va y avoir une réaction inflammatoire locale, mais il va aussi y avoir une diffusion du message inflammatoire dans tout l'organisme. Effectivement, ce que l'on voit là, le canal lymphatique, si vous voulez, c'est une circulation supplémentaire que l'on a dans l'organisme. Vous êtes déjà certainement familier des veines et des artères qui font circuler le sang. Mais il y a un autre système circulatoire dans l'organisme qui est le système circulatoire lymphatique. Et ce système circulatoire lymphatique qui fait donc circuler la lymphe, qui est un liquide blanc, c'est ce liquide blanc suintant que l'on peut voir sur la peau quand on va se faire une écorchure, une égratignure qui ne saigne pas. On voit que ça suinte un petit peu et c'est ça la lymphe. En fait, la lymphe est un liquide qui est très nutritif mais qui n'a pas de globules rouges, c'est pour ça qu'il est transparent, et qui a comme fonction, entre autres, de déplacer les lymphocytes, les globules blancs, au travers de l'organisme. Et sur la lymphe, sur ces canaux lymphatiques, se connectent les ganglions lymphatiques qui sont nos casernes lymphatiques, si vous voulez. Et in fine, en fait, cette lymphe va revenir dans la circulation générale. Au niveau des intestins, en fait, ça va remonter le long du ventre et de la poitrine dans un gros canal qu'on appelle le canal thoracique pour aller rejoindre la circulation générale au niveau de la poitrine. Ce qui fait que, en fait, quand vous avez une activation lymphocytaire, une activation inflammatoire
dans le système intestinal, non seulement ça va barder au niveau intestinal, mais il va y avoir une diffusion générale du message inflammatoire. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien retenir, parce qu'on le reverra plus tard dans une autre vidéo, pour bien comprendre la relation qu'il y a entre les désordres du microbiote, les désordres intestinaux et le retentissement général que ça peut avoir sur l'organisme, parce qu'on a une diffusion générale du message inflammatoire. Et donc nous avons vu qu'il y avait beaucoup de bactéries, que ces bactéries amenaient l'organisme à se prémunir d'une infection. Nous avons vu aussi qu'il y a des bactéries qui sont traitées de façon passive par l'organisme, c'est-à-dire qu'elle va identifier la présence de ces bactéries et ne pas réagir par rapport à leur présence. On va tolérer la présence de ces bactéries. Eh bien, il se trouve en fait que le niveau de coopération est réel entre certains types de bactéries et l'organisme, et on va en voir un en particulier, qui est tout à fait fascinant à mon sens et qui est un bon argument pour manger de la salade. Donc si nous reprenons le schéma que nous connaissons déjà bien, celui de la microvillosité, on peut voir que nous avons les bactéries. Là, nous allons voir un certain type de bactéries. Il se trouve donc que nous avons nos cellules à mucus qui vont régulièrement produire du mucus et qui, pour cela, vont consommer de l'énergie qui provient du sang, énergie qui se présente sous forme de glucose. Le souci, c'est que parfois, en règle générale, même, disons qu'il y a une surconsommation d'énergie et cette énergie-là, en fait, n'est pas vraiment suffisante pour produire suffisamment de mucus. Donc on va se retrouver avec une couche de mucus qui est relativement faible. On va dire que l'organisme a un petit peu du mal à nourrir correctement ce mucus qui est renouvelé en permanence. C'est une très grosse dépense énergétique. Et donc si on a un mucus qui est relativement fin, une couche fine, ça fait une couche de défense en moins. Et donc ce qui va se passer, c'est que une bactérie, un germe, pourrait facilement la pénétrer, se retrouver à l'intérieur de l'organisme pour générer une infection. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une entente cordiale, il y a une entente de coopération entre certains types de bactéries qui, elles, mangent essentiellement des fibres alimentaires, c'est-à-dire des végétaux, qui là sont représentés sous forme de feuilles de brocoli. Évidemment, c'est pas à l'échelle. Quand ça arrive à ce niveau-là, nous avons des fibres alimentaires qui sont à l'état microscopique. Et donc, ces fibres-là vont être mangées par ces bactéries qui, en retour, en fait, vont produire des déchets qui sont des acides gras à courte chaîne, c'est-à-dire en gros des lipides, de la matière grasse, qui va, elle, pouvoir pénétrer cette matière grasse, le mucus et la membrane des cellules pour aller nourrir de façon supplémentaire nos cellules à mucus qui, en retour, vont être capables de produire davantage de mucus. Et donc, on aura une protection de meilleure qualité, ce qui nous permettra de lutter davantage contre le risque d'infection intestinale. Ce qu'il se passe aussi, parce que c'est un accord géostratégique, donc il faut que tout le monde y gagne dans l'histoire, c'est que si l'on ne nourrit pas suffisamment nos bactéries, que va-t-il se passer? Nos bactéries, elles, vont se rapprocher du mucus et elles vont commencer à le manger. Et donc là, à ce moment-là, on va se retrouver avec des trous, ce qui va activer le système immunitaire, parce qu'évidemment, le système immunitaire n'aime pas du tout que les bactéries, quelles qu'elles soient trop proches de l'épithélium intestinal, car ça pose le problème d'un risque d'infection, et de façon supplémentaire, on a moins de mucus, donc on a des portes d'entrée supplémentaires pour les autres bactéries. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est que nous avons non seulement une relation, je dirais, de défiance, de défense avec une partie du microbiote, mais nous avons aussi de l'autre côté une relation de coopération véritable avec une autre fraction de notre microbiote, et que celle-ci est très largement déterminée par ce que l'on mange. C'est une chose que l'on va revoir plus en profondeur quand on va regarder, on va dire, la pathologie du microbiote et le retentissement possible d'un mauvais microbiote sur la santé en règle générale, mais c'est un principe vraiment qu'il faut fixer dans la tête aujourd'hui, à savoir que le microbiote, en fait, c'est quelque chose qui est potentiellement très actif et qui peut soit s'orienter vers l'agression, vers l'agressivité et donc à terme vers des problèmes inflammatoires, soit on peut avoir des relations très positives avec le microbiote, et en premier lieu, si nous faisons cela, cette fraction que nous aimons du microbiote va nous aider à nous défendre de la mauvaise partie du microbiote, sous réserve de manger de la verdure. Alors pour la prochaine vidéo, on va voir qu'en fait le truc est encore plus complexe que ça et que ça devient franchement drôle, car nous avons un autre type de cellules dont nous avons déjà parlé avant, qui est le neurone. Le neurone est cette cellule qui normalement est présente dans le cerveau ou bien dans la moelle épinière. Et bien il se trouve que nous en avons une très grande quantité qui est fixée dans les
des intestins et que celle-ci interagit directement avec le microbiote et que en retour le microbiote par ce biais-là a des moyens d'agir sur le cerveau. Oui, effectivement, c'est un domaine vraiment passionnant de voir comment finalement ce que nous sommes véritablement, ce que nous croyons être, et finalement d'une nature un tout petit peu différente. Nous ne sommes pas que nous-mêmes, nous sommes nous plus le microbiote. On va voir aussi cela au niveau génétique, voir que par exemple la plus grosse partie du matériel génétique qui nous définit nous n'est pas nécessairement dans nos propres cellules, mais est aussi dans les cellules de ces bactéries qui ont donc une capacité d'influence générale sur notre métabolisme, sur notre système immunitaire, sur notre système nerveux central, des influences très profondes, très permanente, et donc vraiment vous pouvez commencer à sentir que finalement nous en tant qu'individus nous sommes finalement l'addition de ce que nous sommes nous au premier degré, notre ADN, notre personne, mais aussi nous sommes le résultat de ce qu'est notre microbiote et de l'état d'interaction qui existe entre le microbiote et nous-mêmes. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur le microbiote, où cette fois-ci nous traiterons de ces cellules neuronales qui traînent dans nos intestins et qui rajoutent une couche assez fascinante de complexité à cette histoire. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve à très bientôt.